Bonjour Joël Nsondé. Bonjour Jean-Philippe Denis. Joël Nsondé, vous êtes enseignant-chercheur à l'ISTEC. Vous êtes docteur de Mines Paris Tech, Mines Paris PSL aujourd'hui. Vous êtes chercheur associé au Centre de recherche en gestion scientifique, donc ICUP-CGS. On va parler ensemble de l'article publié dans la Revue française de gestion avec Franck Agéry, que nous saluons, qui est un habitué de ce plateau, professeur à Mines Paris PSL également, consacré à l'économie circulaire. Revue française de gestion, c'est le numéro 304 dans le dossier « Ce que la fiction fait aux organisations ». Économie circulaire comme utopie rationnelle, c'est ce que vous nous proposez d'étudier. Voilà. Et vous, pour faire simple, on va dire que vous nous faites la généalogie de pourquoi le concept d'économie circulaire a performé. C'est pas juste pourquoi il pourrait performer, c'est pourquoi il a performé. Et c'est ça qui est très original et très intéressant, même si après vous travaillez aussi les conditions justement pour que ça performe mieux. On va dire ça comme ça. Mais là, on va vraiment rentrer dans ce point-là qui est particulièrement intéressant. Premier point quand même, vous nous dites, en gros, on est dans un moment où il y a une triple crise de l'économie linéaire. Alors, c'est quoi cette triple crise ? Alors, donc l'économie linéaire, c'est l'économie actuelle, qui consiste à extraire des ressources, à produire des biens, à les consommer et à les jeter. Oui. Et cette triple crise, elle commence en fait au début des années 2010. Il y a trois phénomènes qui se conjuguent. Le premier, c'est en fait l'envolée du cours des matières premières, sous la demande de la Chine, qui est nourrie par une croissance économique qui a besoin de beaucoup de ressources. Le deuxième phénomène, qui est plutôt d'ordre géopolitique, donc là, c'est aussi d'ailleurs lié à la Chine, puisque c'est en fait suite à un différend qui a lieu en mer de Chine orientale entre la Chine et le Japon, que la Chine décide en fait de faire un embargo mondial sur les terres rares. Et le problème, c'est que les terres rares, en fait, elles sont indispensables pour les produits de haute technologie que nous utilisons. Pour les processeurs, pour tout. Voilà, enfin, tout ce qui est système électrique, électronique. Ouais. Et à ce moment-là, c'est la panique mondiale, en fait. Aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Corée du Sud. Tous les pays prennent conscience de leur dépendance vis-à-vis de la Chine, qui est le producteur quasi monopolistique de ces terres rares. Ouais. Le troisième phénomène qui participe à créer ces conditions d'émergence de l'économie circulaire, c'est effectivement, c'est en fait la dégradation des indicateurs environnementaux qui continue, qui s'accroît et qui permet en fait de favoriser une prise de conscience écologique de cette problématique. Alors on est en 2010, pas autour de 2010, hein, c'est ce que vous nous rappelez. 2022 et après, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas sorti de ces sujets. Et là, il y a un rôle particulier que va jouer une fondation, qui est la fondation MacArthur, avec un cabinet de conseil bien connu que vous citez, qui est le cabinet McKinsey. Que va-t-il se passer ? Alors c'est effectivement au même moment, à partir du moment où ce contexte favorable est créé, la fondation Ellen MacArthur s'associe avec le cabinet McKinsey pour construire en fait un récit qui va être attractif pour la sphère économique. L'idée, c'est de construire en fait l'économie circulaire sous forme de ce qu'on appelait avec Franck Agéry une utopie rationnelle. Donc on a en fait une partie du discours qui critique l'économie linéaire et qui en même temps vend l'économie circulaire comme étant une solution, une sorte d'économie idéale où la matière et l'énergie circuleraient de manière parfaite. Et ça, c'est un discours qui plaît beaucoup aux décideurs. On a aussi toute une série d'images frappantes qui sont dans les rapports de la Fondation, dans les supports, qui permettent en fait de visualiser de manière assez simple ces stratégies de bouclage de flux et de matière, la réutilisation, le réemploi, le recyclage. Et on trouve aussi pas mal d'éléments, des outils, des modèles, des données en fait qui rendent concrète cette utopie liée à l'économie circulaire et permettent de la mettre en mouvement, de l'incarner. Il y a en revanche, il n'y a rien sur la conduite de l'action collective. C'est intéressant, c'est pas le sujet. Voilà, donc c'est la limite en fait de cette utopie rationnelle, de la manière dont la Fondation a créé ce concept. C'est qu'ils ont voulu faire un concept qui est œcuménique, universel. Dépolitisé, vous Dépolitisé, dites. tout à fait. Sans idéologie. De manière à ce que finalement, tous les acteurs économiques y trouvent leur compte. Ce qui fait qu'on a finalement quelque chose où on trouve beaucoup de points aveugles. Dans ces points aveugles, il y en a 4 qu'on a mentionnés dans l'article. Le premier, c'est notamment le fait que les promesses économiques sont surévaluées, parce qu'en fait, il y a une volonté de plaire aux acteurs économiques. On parle de milliers de milliards de dollars entre 2015 et 2025. Mais sauf que ces promesses-là ne prennent pas en compte le fait que la matière ne peut pas être indéfiniment recyclée. Il y a le
problème de la sobriété matérielle qui n'est pas abordé. C'est-à-dire que le concept est construit avec l'idée qu'on peut découpler la croissance économique, celle du PIB, et la croissance en termes de consommation de ressources naturelles. Sauf que ça ne fonctionne pas. Les études montrent que en fait, la consommation économique, elle a un impact assez important sur la consommation en termes de ressources naturelles. C'est l'un des principaux problèmes de l'économie linéaire et de l'obsolescence plus ou moins programmée. Oui, voilà. C'est ça. Et ça a été montré par une dernière étude de l'Agence européenne pour l'environnement. Et il y a 2 autres angles morts. Il y a le problème des boucles, les stratégies de bouclage qui ne sont pas hiérarchisées par la Fondation Ellen MacArthur. Donc dans les rapports publiés par la Fondation et par McKinsey, en fait, on se rend compte que le réemploi, la réparation, le recyclage sont mis au même niveau. Ce qui, d'un point de vue de l'impact environnemental, n'a pas de sens. Et ça, c'est l'avantage en fait de cette narration pour la Fondation et McKinsey, c'est qu'ils ne froissent pas les acteurs économiques qui ont tendance à considérer que le recyclage est une activité intéressante puisque ça leur permet de ne pas remettre en question leur modèle dominant. Et puis, il y a effectivement ces questions de l'action collective, qui est le dernier élément qui n'est pas pris en compte, puisque la Fondation reste finalement au niveau de principes très généraux qui font penser que c'est assez simple de mettre en place l'économie circulaire et n'aborde jamais les problématiques techniques, organisationnelles, logistiques qu'implique une telle transition. C'est une bataille au niveau des idées, on n'est pas, mais justement des idées qui ne sont plus politiques, c'est largement dépolitisé. C'est sur ce point-là que rentre votre texte. On va en continuer cette conversation dans une autre émission, puisque vous nous dites finalement c'était une performation de surface. Il faut penser maintenant à une performation en profondeur, profonde, puisqu'évidemment vous êtes plutôt favorable à l'économie circulaire. Mais c'est très intéressant d'avoir remonté ce fil pour dire attention, il y a eu toute une première série de réponses qui, précisément, 2010, période 2010, où une fondation, en lien avec McKinsey, essayait de développer déjà tout un discours autour de l'économie circulaire, mais ce n'est qu'une performation de surface. Donc on va creuser ensemble la performation profonde. Merci Joël Nsandé. Merci.